août 2018, les titres de ce journal, la première dame de la République, Adja Diéné Condé, lance officiellement les activités de Mercy Ship à Conakry. Ce bateau hôpital va permettre à des milliers de patients guinéens de se faire soigner de façon gratuite. Dans l'actualité également, les friands de la chair d'agouti n'ont plus qu'à se frotter les mains. C'est parti pour l'élevage de ce rongeur et ce pendant 5 bonnes années. Enfin, vous suivrez les échos des travaux du stade de Nongo grâce à un partenariat public-privé. Ce chantier va enfin connaître son épilogue. Le ministre des Sports et le président de la Fédération guinéenne de football étaient ce week-end sur le terrain. C'était là pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, a procédé hier au lancement officiel des opérations du bateau hôpital Mercy Ship accosté au port autonome de Conakry. Il y a quelques semaines, des milliers de patients guinéens vont à présent avoir le privilège de se faire soigner gratuitement par cette ONG humanitaire internationale qui en a pour 10 mois à Conakry. Compte rendu, Ali Badara Condé, Mangamori Camara. Pour la 4e fois, la Guinée reçoit ce bâton hôpital ici au port autonome de Conakry. Mercy Ship est un navire qui a pour mission d'offrir des soins médicaux gratuits à des patients guinéens. Pendant 10 mois, le personnel technique du navire, au nombre de 337 et de nationalités différentes, mènera des activités humanitaires sur le sol guinéen. Pour faciliter l'accès aux patients, les autorités portuaires expliquent la procédure. Pour la première fois, les malades doivent tous se rendre au palais du peuple pour se faire enregistrer. Et ensuite, maintenant, on a créé une zone, la Blue Zone de Kaloum, une zone d'attente pour être admis dans les bus vers Mercy Ship. Mais d'autres ne comprendront pas. Comme ils ont entendu que le bateau est là, ils vont essayer de venir vraiment au port directement, alors qu'il faut respecter, n'est-ce pas, la procédure. Outre sa mission de traitement des patients, Mercy Ship a aussi pour vocation la rénovation et l'équipement d'infrastructures sanitaires. Le centre de santé de Boulbinet et le centre dentaire de la faculté des médecines de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry font partie des bénéficiaires. Nous sommes également reconnaissants pour le haut patronage de la première dame, Madame Adja Diéné Condé, fondatrice de la Fondation POSMI, qui accueille cet événement aujourd'hui, alors qu'elle continue de s'offrir comme marraine de notre mission afin de soulager les souffrances de la population. Au cours des 10 prochains mois, nous nous réjouissons de nous joindre aux efforts inlassables des médecins, des anesthésistes, des infirmiers et infirmières guinéens et de nombreux collègues du secteur de la santé pour relever les défis en matière de santé auxquels est confronté le peuple guinéen. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue et un agréable séjour au personnel technique du bateau, constitué de 30 nationalités différentes, mènera de nombreuses activités d'une haute valeur humaine, sociale et économique, dont notamment l'offre de soins spécialisés dans les domaines de la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie réparatrice, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie orthopédique, la chirurgie des fistules. Cette année, les activités de ce navire sont placées sous le haut patronage de la première dame de la République. Dans son souhait de bienvenue, Adja Diéné Condé rappelle le protocole d'accord entre la Guinée et les autorités de Mercy Ship qui a lieu le 20 mars dernier à Genève. Ma double satisfaction s'explique non seulement par l'honneur qui m'a été fait d'être la marraine de cette action humanitaire, mais surtout par la possibilité qui s'offre à plus de 7000 patients à travers la Guinée de bénéficier de traitements gratuits. Je saisis l'occasion pour remercier le président de la République pour son implication personnelle pour la signature du protocole. Mesdames et messieurs, souvenez-vous, le 21 août 2012, nous avons accueilli ici même le bateau. Lors de son accostage, des milliers de nos compatriotes ont reçu gratuitement des soins. Plusieurs autres n'ont malheureusement pas pu joindre Conakry
pour bénéficier des prestations de l'équipe médicale du navire. Aujourd'hui, le navire vient d'accoster à Conakry, cette fois dans un nouveau contexte. Je suis convaincu que, grâce au travail effectué par les 5 missions préparatoires de Merchiship en Guinée, l'événement sera une réussite à la dimension souhaitée. Je souhaite également et surtout la bienvenue et un agréable séjour de travail à l'équipage de Merchiship en Guinée. Dans les jours à venir, les médecins iront dans les 4 régions du pays pour sélectionner quelques Guinéens souffrant des pathologies que la mission peut prendre en charge. Pour marquer son passage dans ce navire, Hadja Kondé a signé dans le livre d'or de Médecin-Chip. Autonomisation des femmes, le projet Go-Homer offre une chambre frigorifique et un centre de fumage de poissons aux femmes de Simbaya dans la commune urbaine de Dubreka, un appui qui vient s'ajouter aux nombreux autres soutiens du gouvernement pour fructifier les activités économiques des femmes dans ce domaine, tout en permettant aux populations d'avoir un facile accès aux produits de pêche de qualité. Reportage en Soumantoumani Kamara. Cette chambre frigorifique a la capacité de conserver en un tenant 15 tonnes de poissons frais. En plus de la desserte de la Guinée d'électricité, l'infrastructure a une autonomie électrique grâce à un groupe électrogène. En réalisant cette chambre frigorifique, le projet Go-Homer ambitionne de contribuer à l'amélioration des conditions de santé des populations et de faciliter l'accès aux produits de pêche. Espérons que si ces infrastructures sont bien entretenues, ça va encourager les bailleurs de fonds à financer d'autres chambres froides en République de Guinée. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui en Guinée, c'est comment conserver les postes-captures, c'est-à-dire les captures après la pêche. Donc nous remercions vraiment l'équipe de coordination et le PNUD, par ma voix aussi, s'engage à mieux faire encore. C'est la toute première infrastructure de conservation adéquate de poissons dans la zone. Ainsi, la chambre frigorifique vient donner un coup de pouce aux activités génératrices de revenus des femmes de Simbaya dans Dubreka. Nous sommes réellement satisfaites. Avant cette chambre frigorifique, nous nous rendions à Dubreka Centre pour acheter du poisson frais. Et avec tout ce que cela comporte comme dépenses financières, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans nos activités de marieuse. Le projet Go-Homer met également à la disposition de la communauté des pêcheurs de Dubreka un centre de fumage de poissons. Cette autre infrastructure de poste-pêche offre un espace approprié de travail pour les fumeuses de poissons. Je vous le disais dans les titres, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de la chair d'agouti. L'élevage de ce rongeur prend son envol dans notre pays. Un plan stratégique pour sa vulgarisation est aujourd'hui disponible et va couvrir une période de 5 ans. C'est l'œuvre du Centre de recherche et de vulgarisation de l'Holacodiculture de Tanene avec la collaboration du cabinet Tirade. Reportage Francis Collier. La recherche sur les agoutis intéresse le CREVAT, Centre de recherche et de vulgarisation de l'holacodiculture de Tanene. Des études menées sur ce mammifère rongeur ont démontré que sa viande est bien appréciée par les populations. Pour sauvegarder cette espèce animale en voie de disparition à cause de la chasse et des feux de brousse, le CREVAT projette un plan stratégique de 5 ans. Ce plan inclut la recherche et la vulgarisation de l'élevage des agoutis, appelé l'holacodiculture. À travers ce plan, nous voulons quitter dans l'ordinaire, j'appelle ici ordinaire, le tâtonnement. Ce n'est pas seulement le quotidien, mais sur 5 ans, qu'est-ce que nous projetons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Comment nous voulons le faire? Avec quels moyens? Avec qui? Et quels sont les acteurs qui doivent être en jeu? Il faut définir tout ça pour que les partenaires vers lesquels nous partons sachent que nous sommes vraiment au sérieux, que nous avons des objectifs à atteindre. Le travail que nous faisons pour le CREVAT doit être d'avoir une tâche d'huile pour permettre de booster nos capacités de mobilisation des ressources. Mais pour mobiliser les ressources, il faut être dans la voie des critères des partenaires techniques et financiers. L'élevage des agoutis est une activité qui fédère des groupements paysans.
Il permet de préserver l'environnement et de produire la protéine animale à la population. Une vision à laquelle le monde paysan commence à adhérer. Je suis avec un secteur de 75 têtes, 26 mâles, 28 femelles, 6 jeunes au lac de Sévres non distingués. Ce qu'on nous a dit ici, on pourra tirer de profit dans l'avenir. L'élaboration de ce plan quinquennal par le CREVAT avec l'implication d'un cabinet privé est un modèle que les autres institutions de recherche devraient suivre. La stratégie permet la traçabilité et le suivi des projets de recherche scientifique adaptés aux besoins des populations, ce qui pourrait motiver les partenaires à financer les projets des institutions. Autre sujet d'actualité, que faire pour que la préfecture de Boké bénéficie de ses ressources minières? Cette question était au centre d'une table ronde à Boké même. À propos, une stratégie régionale de développement et de planification est élaborée afin de poser toute la problématique socio-économique de la préfecture. À l'occasion, toutes les idées et expériences ont été mises à profit. Abdoulaye Ninguilande Diallo était de la partie, suivez son reportage. Boké est aujourd'hui un pôle minier d'importance internationale avec d'énormes réserves de bauxite. Plus d'une dizaine de sociétés minières opèrent dans la préfecture avec un montant d'investissement estimé à 2,5 milliards d'euros. Pour aider la zone à mieux tirer profit de ses ressources minières, le gouvernement et ses partenaires optent pour l'élaboration d'une stratégie régionale de développement et de planification pour la préfecture. Il nous a été demandé d'établir une stratégie dans le but de faire des planifications pour le développement de Boké. Faire comprendre à la communauté de Boké, faire comprendre à la population de Boké que le développement ne doit pas s'arrêter seulement avec l'appui du secteur minier. Le développement doit faire recours aux autres secteurs. C'est pourquoi il faut faire établir une stratégie qui met en exergue tous les secteurs de développement pour que Boké se développe. Cette approche consiste à explorer d'autres opportunités de développement socio-économique de base parallèles à l'activité minière. Il s'agit par exemple de la création d'autres activités économiques dans le domaine notamment de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Cette table ronde est l'occasion pour nous de repenser le schéma de développement, de repenser les stratégies, de repenser sur même les modalités à percevoir les recettes pour pouvoir nous développer à Boké. Et le gouvernement, c'est la volonté du professeur Alpha Condé, c'est pourquoi il a rendu Boké comme étant une ville économique. Les préoccupations des parties prenantes sont prises en compte et les conclusions de cette table ronde sont partagées. Après cette étude, qu'il y ait moins de pression sur la société minière, qu'il y ait une plus grande visibilité en termes d'action sur le développement de la région de Boké, qu'il puisse avoir une meilleure diversification, une meilleure synergie entre le secteur minier et les autres secteurs de développement qu'il y a ici. Une deuxième table ronde est prévue en novembre pour partager les résultats de cette première phase. Il sera question de vulgariser auprès des partenaires au développement de l'existence d'une stratégie de gestion des ressources pour atténuer l'impact socio-économique de l'activité minière dans cette préfecture. Protection des réfugiés en situation de migration mixte, le HCR et l'OIM coordonnent leurs efforts dans la formation et la sensibilisation à Kindia. Pendant 2 jours, ces différents acteurs ont passé en revue les concepts liés à la protection des réfugiés et le respect de leurs droits. Abraham Christophe Conté, Sédou Bandiaï. La rencontre de Kindia se veut un espace de dialogue entre acteurs de la société civile, syndicats des transporteurs et des acteurs de l'éducation. Objectif, outiller les différents acteurs de la société civile à mieux comprendre le concept de migration mixte. Un nouveau concept que le HCR entend vulgariser en faveur de la bonne cohabitation entre réfugiés et populations d'accueil. Nous sommes à la phase de démarrage d'un projet pilote. Donc, après cet atelier, il est prévu une autre rencontre avec les autres acteurs au niveau étatique et d'autres partenaires pour définir ensemble une stratégie et un plan d'action pour la concrétisation des objectifs de cette migration mixte en Guinée.
Après 2 jours d'intenses travaux, les participants mesurent la portée de la formation et s'engagent à restituer les connaissances acquises auprès des citoyens, histoire de leur permettre de comprendre tout l'intérêt du concept migration mixte et de protection internationale des réfugiés. Cette rencontre a été bonne pour moi. Leur esprit de créativité. Valérie Talimanet. Une jeunesse face à ses multiples défis. D'un côté, le manque de leadership et de l'autre, l'immigration clandestine. 2 notions auxquelles est confrontée chaque jour la couche juvénile. Dans cette salle, à travers des exposés OIM et religieux, expliquent aux jeunes les conséquences du mouvement migratoire. L'immigration est bonne, mais l'immigration clandestine est condamnée par la Bible. Et donc, il faut simplement le décourager. Depuis 2017, on en est maintenant à plus de 9000 de migrants retournés guinéens. Et la Guinée occupe la 3e place au niveau de la CEDEAO. Et ça, c'était vraiment l'occasion encore d'échanger, de sensibiliser ces jeunes-là par rapport aux dangers de la migration irrégulière. Le continent africain connaît de nos jours un dépeuplement considérable causé par le phénomène de la migration illégale. 3 932 cas de morts et de disparus enregistrés par l'OIM entre 2017 et août 2018. À ce 13e camp biblique de la jeunesse de l'église protestante évangélique, des débats sont créés afin de dissuader les esprits de la pratique. Les leaders, c'est celui-là qui peut voir un problème, un défi, et il relève. Si on a un problème, un défi, un fléau qui nous cause des problèmes, il faut des hommes pour le relever. Et des gens aujourd'hui bien placés pour lutter contre ce fléau-là, c'est les jeunes. Aller en Occident est un choix pour bon nombre de jeunes Africains en ce 21e siècle. Objectif, partir à la recherche d'une vie meilleure. Pour cette participante, la réussite de la jeunesse africaine devrait reposer sur ses capacités de créativité. Avec tous les cours que nous avons appris sur le leadership, comment développer ce côté en nous, d'aider les autres qui ont des problèmes de compréhension, qui voient fuir le pays comme la meilleure solution. Pendant qu'en restant en Guinée, nous pouvons ensemble faire de grandes choses que de sortir. Ce que nous partons chercher, nous pouvons le créer ici. Selon les statistiques migratoires globales de l'OIM, plus de 58 000 personnes en situation irrégulière enregistrées sont arrivées en Europe par voie maritime entre janvier et août 2018. Ici à Conakry, quelques mois après sa prise de fonction, le ministre de l'Enseignement technique professionnel de l'emploi et du travail remotive ses cadres, aussi bien à l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi qu'à l'Office national de formation et de perfectionnement. Lansana Komara s'est imprégné des conditions de travail du personnel avant de l'encourager à faire plus de résultats. Moussa Komara. 2 mois après sa prise de fonction, le nouveau ministre en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail prend contact avec les services relevant de son département. Il s'agit pour lui de se familiariser avec ses collaborateurs, dévoiler sa feuille de route, encourager et motiver le personnel à persévérer dans sa mission pour relever les défis assignés au département. Je suis venu pour les encourager, surtout, et leur dire que nous sommes ensemble pour la mise en œuvre du programme de la feuille de route que le professeur Alpha Condé, président de la République, nous a donné. Donc dans ce cadre-là, nous avons essayé de rappeler un certain nombre de points pour que nous puissions faire des résultats dans les meilleurs délais. Cette première rencontre est l'occasion pour le directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi de présenter son service. Les résultats obtenus jusque-là sont écrinés. Par exemple, le programme Première Chance a donné l'opportunité à plus de 3000 jeunes fraîchement sortis des universités de trouver des stages. Nous sommes engagés dans la lettre de mission de M. le Premier ministre qu'il a reçue à mettre en œuvre un certain nombre d'activités d'ici la fin de l'année et notre concentration se trouve sur la lettre de mission. Même tonalité à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Ici, Lansana Komara est séduit après une projection sur les activités réalisées, cela en dépit des problèmes liés à l'unicité des caisses et du non-paiement des taxes d'apprentissage par certaines sociétés minières. Il est bien évident que malgré tout ce qui a été fait, la marge de progrès est encore là
Il suffit qu'on ait les ressources qu'il faut, qu'on les recouvre comme il faut, qu'on les mobilise comme il faut, pour essayer à chaque fois de réduire cette marge de progression. Et monsieur le ministre nous a dit qu'il restait à notre disposition pour nous aider à réduire cette marge de progrès, mobiliser suffisamment de ressources afin que nous atteignions nos cibles pour le bien de l'économie nationale. Dans ce service, le personnel est mobilisé et motivé. Le ministre promet un meilleur accompagnement pour plus de résultats à court terme. Et puis ce dimanche, les Maliens vivant en Guinée sont allés voter au compte du second tour de l'élection présidentielle malienne qui oppose les candidats Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Plus de 2000 Maliens sont recensés en Guinée, mais le vote de ce matin était plutôt timide ici à Conakry. Comme au premier tour, la commission électorale a quand même pris des dispositions pour le bon déroulement du scrutin. Maurice Sidibé. À la représentation diplomatique du Mali à Conakry, le second tour de l'élection présidentielle malienne se déroule dans la plus grande transparence selon les membres de la commission électorale. Dans tous les bureaux de vote, les deux candidats favoris, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, sont représentés. Quand l'électeur vient, au début, il vient d'abord, il présente sa carte. Dès qu'il présente sa carte, on vérifie si son nom figure sur la liste. Et il marche. Après le margement, on essaye de lui remettre une fiche pour aller signaler. Donc après, là-bas, il met dans l'urne. Dès avoir fini, il vient ici, on met l'index gauche sur le truc et puis c'est fini. L'intéressé a déjà voté. La transparence, comme vous le voyez, ça se passe dans de bonnes conditions. Les délégués des partis politiques sont présents. La CENI est représentée dans chaque bureau et les opérations de vote ont commencé à leur indiquer. Parce que toutes les mesures ont été prises pour que cette élection soit non seulement transparente, mais aussi faite dans un cadre vraiment de paix, de solidarité et d'unité entre les Maliens de Guinée. Contrairement à la matinée du premier tour, l'engouement pour ce second tour est relativement faible. Les attentes des Maliens vivant en Guinée sont sans appel, surtout sur la question sécuritaire au nord du Mali. Nos attentes sont c'est trop. Que la paix règne. Il n'y a pas de développement sans paix. C'est de ça que nous avons besoin, la réunification, réunir tous les fils du pays. Surtout, c'est le premier aspect. Vraiment un grand jour pour les Maliens. Le premier tour s'est bien passé. J'espère que le deuxième tour va être comme le premier tour et ça va être la fête des Maliens. Pour sécuriser le vote en Guinée, les autorités ont déployé des agents à l'ambassade du Mali. Comme au premier tour, plus de 4300 électeurs sont recensés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. On revient sur cette journée de vote, mais cette fois-ci au Mali même, où plus de 8 millions d'électeurs ont voté ce dimanche pour départager les deux candidats, Ibeka et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Cette nouvelle africaine et bien d'autres, nous parvenons du monde, vous sont proposés par Taban Silla. Suivez. Plus de 8 millions de Maliens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour départager Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, au compte du second tour de l'élection présidentielle. Un second tour placé sous haute sécurité mais qui ne déclenche pas les passions. Le vainqueur qui entrera en fonction début septembre aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 par le gouvernement. Lors du premier tour le 29 juillet, 871 bureaux, plus de 3%, étaient restés fermés en raison de violences, empêchant près de 250 000 Maliens de voter, surtout dans le centre et le nord. Journée internationale de la jeunesse. Espace sécurisé pour les jeunes, tel est le thème central de la 19e journée internationale de la jeunesse ce dimanche 12 août.
Les jeunes ont besoin d'espaces sécurisés où ils peuvent se réunir, s'engager dans des activités liées à leurs besoins et à leurs intérêts, participer au processus de prise de décision et s'exprimer librement. Avec 1,8 milliard de jeunes âgés de 10 à 24 ans, le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui. Mais 24 millions d'entre eux ne sont pas scolarisés. En Argentine, le Sénat rejette la légalisation de l'avortement. 38 sénateurs ont dit non au texte prévoyant l'interruption volontaire de grossesse, IVG, pendant les 4 premières semaines de grossesse. 31 ont voté en faveur et 2 se sont abstenus, selon les résultats officiels. Dans le pays du pape François, les sénateurs argentins ont ainsi mis un terme aux espoirs des organisations féministes, alors que le projet de loi avait été approuvé par les députés en juin. Un jury californien a considéré vendredi 10 août que le désherbant Roundup à base de glyphosate était à l'origine du cancer de Dwayne Johnson, un jardinier californien dont la vie ne tient qu'à un fil. Monsanto, qui a immédiatement annoncé son intention de faire appel, est condamné à lui verser 289 millions de dollars, soit 253 millions d'euros. Ce dossier est le premier d'une longue liste de plaintes visant le géant agrochimique. On termine par cette actualité sportive. Je vous le disais dans les titres, le stade de Nongo est sur le point d'être finalement opérationnel. Grâce à un partenariat public-privé, ce temple du sport voit sa finition engagée. Le ministre des Sports était ce week-end sur le chantier. Sanoussi Bantamasso est parti s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Une visite guidée que pilotait Antonio Soare, le président de la Fédération guinéenne de football. Reportage Adama Mara Kaba. Voici le stade de Nongo dans la commune de Ratoma. Les travaux de finition évoluent à un rythme accéléré grâce à un contrat de partenariat public-privé. Sur la pelouse et au niveau des autres compartiments de l'installation, tout se passe pour le mieux. Le ministre des Sports et le président de la Fédération guinéenne de football sont venus s'inquiéter de l'état d'évolution des travaux. Nous sommes convaincus qu'au maximum dans 2 mois, ce stade peut être à la disposition du public guinéen. Mais c'est dommage, quand les gens sont à l'extérieur, ils passent et disent « Eh bon Dieu, voilà le stade est en train de on ne fait rien ». Mais nous sommes tous heureux aujourd'hui d'être là et d'être sûrs qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire. Pas de petits travaux, vous avez vu le nombre de personnes sur le chantier, le travail est en train de se faire. Donc nous sommes rassurés et nous ferons le compte rendu au gouvernement, au président. Dans notre calcul, c'était le 9 septembre, mais j'ai demandé aux partenaires de ne pas précipiter et puis reprendre encore. Comme maintenant nous sommes convaincus que les travaux sont en train de se faire, sûrement, le jour que le stade sera mis à la disposition du public, qu'on ne revient pas une semaine après. Les travaux sont réalisés par la société Guinée Business Marketing et le niveau d'avancement est estimé à près de 98%. La finition de cette infrastructure sportive prévue pour ce mois d'août est bien possible et devrait accueillir le prochain match de série nationale de Guinée si la CAF et la FIFA parviennent à donner leur accord. Si le travail est fini aujourd'hui, à l'instant T où nous en sommes, il faut que la FIFA et la CAF envoient des techniciens pour valider, homologuer le stade. Et en ce moment d'août, ils sont en vacances. Et les gens, la rentrée, c'est en septembre. En une semaine, ils ne peuvent pas homologuer le stade et qu'on joue dans le stade, même si on est prêt. Voilà, ça c'est un handicap qui ne vient pas de la Guinée, qui vient des instances de football. Tout près du stade de Nongo se trouve le centre technique national. L'infrastructure sportive fruit du projet Goal de la FIFA n'est pas opérationnelle depuis quelques années. Aujourd'hui, le centre s'apprête à accueillir ses occupants pour le bonheur du football guinéen. Quand nous sommes venus à la Fédération guinéenne de football, la FIFA a posé un veto pour dire que tant que le centre technique ne sera pas opérationnel, parce que les fonds ont été alloués pour ça et c'est abandonné depuis une dizaine d'années, et que si les travaux ne sont pas terminés et que les gens soient installés, la FIFA n'accompagnera pas la Guinée. Donc, on s'est attelé à cela et heureusement pour nous, ce jour que vous voyez, tous les travaux sont terminés et
Les gens vont dans une semaine bientôt déménager ici, s'installer pour travailler, pas sous la direction technique nationale et leur directeur, le directeur technique national. Cette visite guidée du ministère et de la Fédération a été une occasion pour les autorités sportives du pays de mesurer la portée du partenariat public-privé. C'est cet élément sport qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Et n'oubliez pas que la RTG, c'est aussi le www.rtgcoloma.info, un site sur lequel vous pouvez nous suivre en direct ou en différé. Demain, vous serez avec Fana Souma. Quant à moi, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à tantôt.